Juin 1932. Manufacture royale d'armes légères d'Enfield. Des officiers de l'armement britannique dévoilent leur nouvelle arme de poing standard destinée à remplacer le légendaire revolver Webley 455. La réaction est immédiate. La gêne. Le nouvel Enfield numéro 2 tirait une balle plus petite. Il pesait moins lourd. Aux yeux des vétérans qui avaient porté le massif Webley dans les tranchées, il avait l'air d'un jouet. Un officier aurait déclaré que c'était une arme pour les employés de bureau et les dactylos. Le Luger allemand, pendant ce temps, était devenu le trophée de guerre le plus convoité de la Grande Guerre, symbole de la précision mécanique teutonne que les soldats alliés risquaient une cour martiale pour voler aux prisonniers. Les Britanniques semblaient avoir répondu à l'excellence allemande par un déclassement. Sauf qu'ils n'avaient rien fait de tel. Dans des conditions difficiles et négligées, la simplicité de l'Enfield numéro 2 allait se révéler plus indulgente que la précision mécanique du Luger. Alors que les pistolets allemands exigeaient une attention constante et un entretien minutieux, le revolver britannique demandait peu et livrait régulièrement. Le problème a commencé dans les tranchées de 1914 à 1910 à 8. Le Webley 455 était dévastateur. Sa lourde balle lente délivrait un recul puissant et un effet dévastateur à courte portée. Mais les armées de conscrits ne pouvaient pas le maîtriser. Le recul était brutal. La précision exigeait un entraînement intensif que les horaires de guerre ne permettaient pas, et avec des munitions d'entraînement limitées, la plupart des coups manquaient leur cible. Les évaluations d'après-guerre ont conclu que l'armée professionnelle britannique décimée en France avait été remplacée par des hommes qui avaient besoin d'une arme avec laquelle ils pouvaient réellement toucher quelque chose. L'état-major militaire voulait un revolver qui, selon les documents de l'époque, pouvait être rapidement maîtrisé par un soldat avec un minimum d'entraînement, avec une bonne probabilité de toucher un ennemi au premier tir à des distances très courtes. La puissance d'arrêt importait moins que le fait d'atteindre effectivement la cible. L'approche allemande était différente. Le Luger Fuy représentait tout ce à quoi l'ingénierie allemande aspirait. Conçu par Georg Luger en 1898 et adopté par la marine allemande en 1904, il tirait la cartouche 9 mm Parabellum à environ 350 à 360 mètres par seconde, produisant une énergie d'environ 430 joules, soit à peu près le double de ce que les Britanniques allaient accepter dans leur revolver de remplacement. L'action agenouillère était une merveille mécanique, utilisant un bras articulé qui se brisait vers le haut comme un genou se pliant en arrière pour actionner le mécanisme. L'angle de la poignée pointait naturellement. La détente se libérait proprement sur un pas de tir propre. C'était superbe. Les soldats alliés convoitaient le Luger comme le trophée de guerre ultime. Ses lignes élégantes et son usinage précis en faisaient un symbole de la supériorité industrielle allemande. Les officiers payaient des sommes considérables pour des exemplaires capturés. Le mystique était mérité. Le canon fixe et le faible axe de lame du Luger le rendaient précis. L'angle de prise en main naturel permettait un tir instinctif. Dans des conditions propres et contrôlées, peu de pistolets lui étaient comparables. Dans la crasse du terrain, il demandait davantage aux soldats. Le Luger exigeait des munitions chargées selon des spécifications précises. Les cartouches sous-chargées provoquaient des défauts d'alimentation par course incomplète. Le mécanisme à genouillère nécessitait des courbes de pression constantes pour fonctionner. Les munitions chargées à des standards variables produisaient des résultats inconsistants. Le Luger pouvait être sensible à la fois à la pression des munitions et à l'entretien, surtout par rapport à un revolver qui tirait mécaniquement, quelle que soit la variation des cartouches. Les exigences d'entretien dépassaient ce que les conditions de terrain permettaient. L'ensemble de la genouillère nécessitait un nettoyage et une lubrification réguliers. Les résidus de carbone s'accumulaient dans les surfaces usinées avec précision. Les ressorts perdaient leur tension. Les pièces s'usaient les unes contre les autres avec des tolérances mesurées en centièmes de millimètre. Un Luger qui fonctionnait parfaitement le lundi pouvait tomber en panne le mercredi si les conditions changeaient. Le capitaine H.C. Boys, sous-directeur adjoint de la conception à Enfield, plus tard célèbre pour le fusil anti-char Boys, a dirigé les travaux de reconception à partir de 1926 environ. Webley et Scott avaient proposé leur conception du Mark IV 38 en 1923. Le gouvernement a confié le concept à la Manufacture royale d'armes légères d'Enfield, qui a modifié le mécanisme de détente, le mécanisme de percussion et a ajouté une plaque latérale amovible pour faciliter l'entretien sur le terrain. Au début des années 1930, l'Enfield numéro 2 Mark I est entré en service, formellement adopté vers 1932. Les spécifications reflétaient des choix délibérés. Le canon de 12,7 cm tirait la cartouche 38 sur 200, nommée d'après sa balle de 13 grammes. La vitesse initiale n'atteignait que 189 à 198 mètres par seconde, produisant environ 238 joules d'énergie.
Le barillet à 6 coups et l'action à bascule supérieure avec éjecteur automatique permettaient un rechargement rapide. Le poids était de seulement 765 grammes sans munitions, soit environ 110 grammes de moins que le Luger. La conception à bascule supérieure offrait des avantages cruciaux tant par rapport au système à chargeur du Luger qu'à la préférence américaine pour les barillets basculants latéraux. L'ouverture de l'action extrayait automatiquement les 6 douilles simultanément. Un soldat sous le feu pouvait éjecter les douilles vides et recharger en quelques secondes. Le Luger nécessitait de retirer le chargeur, d'en insérer un nouveau et d'armer la genouillère pour engager une cartouche. Chaque étape invitait à la panne. Du sable dans le puits du chargeur, un chargeur endommagé qui ne s'insérait pas correctement, une genouillère qui se bloquait à mi-course. La simplicité de l'Enfield s'étendait à son mécanisme. La détente à double action faisait tourner le barillet et armer le chien en un seul mouvement. L'action simple permettait au tireur d'armer le chien manuellement pour une pression de détente plus légère sur des tirs précis délibérés. L'ensemble du mécanisme de percussion était accessible par une plaque latérale amovible, permettant des réparations sur le terrain qui étaient impossibles avec les composants imbriqués du Luger. L'armement britannique avait sélectionné la balle de 13 grammes sur la base d'une théorie distinctive. Le lourd projectile sous-stabilisé allait basculer en touchant la chair, créant théoriquement des canaux de blessure plus larges qu'une balle stable de calibre similaire. Les tests sur des cadavres et du bétail dans les années 1920 et 1930 ont appuyé cette hypothèse. Les autorités affirmaient que le calibre 38 sur 200 égalait l'efficacité du Webley 455. Cette affirmation était optimiste. Le 455 délivrait nettement plus d'énergie avec une balle de plus grand diamètre. La vraie motivation était l'efficacité de l'entraînement. Les conscrits pouvaient maîtriser l'arme à recul plus léger, avec leur allocation limitée de munitions. Puis est venu le problème de la Convention de La Haye. La balle originale en plomb de 13 grammes a soulevé des inquiétudes du corps blindé royal juste avant la guerre. La construction en plomb tendre violait potentiellement la déclaration 3 de la Convention de La Haye de 1899, qui interdisait les balles conçues pour s'élargir ou s'aplatir facilement dans le corps humain. Il y avait des préoccupations juridiques concernant la conformité et en 1937, la Grande-Bretagne a remplacé la cartouche Mark I par la 380. Mark II-Z comportant une balle en chemise de cuivre doré de 5 grammes à vitesse réduite. Ce changement a nécessité de nouveaux organes de visée avant pour compenser la balistique modifiée. Le mécanisme à genouillère du Luger créait sa vulnérabilité. Contrairement au système à glissière fermée qui protégeait les mécanismes internes des salissures, la genouillère exposée du Luger accumulait facilement poussière, boue et résidus de carbone. Les tolérances serrées, qui le rendaient précis, le rendaient également moins indulgent en cas de négligence. Un revolver, en revanche, n'avait pas de mécanisme d'alimentation susceptible d'enrayer. Appuyé sur la détente, et le barillet tournait mécaniquement. Pas de ressort à affaiblir, pas de glissière à bloquer, pas de chargeur à endommager. L'armée américaine a conduit des essais approfondis du Luger entre 1901 et 1907, après avoir testé 1000 pistolets aux Philippines et à Cuba. Le rapport officiel de l'armée concluait que le pistolet automatique Luger n'était pas recommandé pour les tests de service, car sa fiabilité de fonctionnement, même avec des munitions Luger, n'était pas jugée satisfaisante. Les Américains ont choisi le Colt 1911 à la place. L'Allemagne le savait. Dès 1927, l'armée commençait à chercher un remplacement, adoptant finalement le Walter Prent 8 en 1938. Le contraste en termes d'efficacité de production était frappant. Selon les éditions Osprey, le Luger nécessitait 14 heures de fabrication contre 5 heures pour le Prent 8. Pourtant, les délais de reconversion et la demande de temps de guerre ont maintenu le Luger en production jusqu'en 1943. La variante Mark I étoile est née d'une décision qui a créé des décennies de malentendus. Introduite en juin 1938, elle supprimait l'ergot du chien et convertissait l'action en double action uniquement. Cela portait la pression de détente à environ 4-5 kg. L'affirmation communément répétée selon laquelle les équipages de chars avaient demandé cette modification parce que les ergots de chiens s'accrochaient aux écoutilles de chars est largement un mythe. Selon la correction de 2022 du chercheur en armes oubliées Ian McCollum, citant des documents originaux de liste de modifications, les vraies raisons étaient différentes. Le capitaine Boyes a dit au comité d'armement que le chien à ergot était une pièce très coûteuse, matériellement gaspilleuse et longue à fabriquer. Le fonctionnement en double action uniquement signifiait que les soldats apprenaient une technique plutôt que deux. Les tests montraient une différence d'efficacité au combat négligeable aux courtes distances prévues. L'étui de pistolet réglementaire des équipages de chars couvrait complètement le chien de toute façon. Maintenant, avant de voir comment ces armes ont performé au combat, si vous appréciez cette plongée approfondie dans l'ingénierie britannique,
Abonnez-vous. Ça prend une seconde, ça ne coûte rien et ça aide la chaîne à grandir. Très bien, entrons dans le bilan opérationnel. En Afrique du Nord, l'Enfield numéro 2 a servi avec les rats du désert de la 8 armée de 1940 à 1943. Les revolvers britanniques étaient appréciés précisément parce qu'ils restaient, selon les évaluations de l'époque, très robustes dans les conditions de champ de bataille. Le sable du désert mettait à l'épreuve tous les pistolets automatiques. Le mécanisme à genouillère, avec une pression de ressort minimale le maintenant fermé, était particulièrement vulnérable aux grains de poussière pénétrant dans la chambre. Même de petites quantités de débris pouvaient empêcher l'action d'aller jusqu'en batterie. Le désert occidental forçait les armes à se prouver quotidiennement. Les tempêtes de sable recouvraient tout de fines particules abrasives. Les températures oscillaient entre des nuits glaciales et des journées torrides. Les lubrifiants se figeaient ou s'évaporaient. Les pistolets automatiques nécessitaient un entretien fréquent que les opérations de combat ne permettaient pas toujours. Le revolver britannique, avec moins de pièces mobiles et des tolérances plus lâches, nécessitait moins d'attention pour rester opérationnel. Le Browning grande puissance est arrivé progressivement pendant la campagne du désert. Pour une grande partie des combats, l'Enfield numéro 2 et les anciens revolvers Webley servaient d'armes de poing principales. Les équipages de blindés, les conducteurs de véhicules, les radiotélégraphistes et les officiers s'en remettaient à elles quand leurs armes principales tombaient en panne ou quand les situations exigeaient une réponse au corps à corps. L'expérience de Finlande a renforcé ce constat. Durant la guerre d'hiver de 1939 à 1940 et la guerre de continuation qui a suivi jusqu'en 1944, la Finlande avait déployé des milliers de Luger, notamment la variante M23. Par grand froid, tout pistolet automatique devenait sensible à l'entretien. Les mauvais lubrifiants s'épaississaient. Les ressorts perdaient leur tension. Le mécanisme à genouillère exposé était particulièrement vulnérable aux éléments. Les soldats finlandais ont appris que la fiabilité dans les conditions arctiques exigeait une attention constante que le combat permettait rarement. À Arnhem, en septembre 1944, les parachutistes de la 1 Division aéroportée britannique portaient à la fois des revolvers Enfield numéro 2 et des Webley Mark V. Les témoignages photographiques montrent des parachutistes progressant dans des maisons endommagées par les obus armés de revolvers Enfield aux côtés de mitraillettes Sten. Le revolver est resté en dotation standard pour les officiers et les troupes spécialisées tout au long de la guerre. Dans les jungles de Birmanie, la Grande-Bretagne a complété sa production intérieure avec 900 000 revolvers Smith, Wesson Victory Model en calibre 38 200 fabriqués par des manufacturiers américains. La doctrine militaire britannique conservatrice considérait que les revolvers étaient plus solides et plus précis que les automatiques dans les conditions humides de la jungle. Les témoignages de vétérans révèlent la réalité pratique. Un ancien soldat britannique qui avait porté un Mark I pendant 2 ans a déclaré simplement dans une interview d'après-guerre qu'en Angleterre on avait un dicton selon lequel on ne peut tuer un homme que mort. Le petit Enfield 38 avait ce qu'on pourrait poliment appeler un mauvais départ dans la vie, mais il a bien fonctionné en tant que polyvalent. De nombreux soldats échangeaient les revolvers Mark I étoile en double action uniquement contre des alternatives Smith, Wesson, Colt ou Webley dès que possible, préférant des armes qui pouvaient tirer en action simple pour des tirs visés. Les soldats allemands préféraient souvent le Walter 38 au combat, avec des témoignages de première ligne rapportant le soulagement des soldats quand ils recevaient un 38 au lieu d'un Luger. L'arme qu'on leur avait dit être supérieure s'était révélée fragile dans les conditions de terrain. La manufacture royale d'armes légères d'Enfield a produit entre 300 000 et 380 000 revolvers Enfield numéro 2 entre 1930 et 1957. Environ 55 000 étaient les Mark I originaux avec ergot de chien avant que la plupart ne subissent une conversion en usine vers la configuration Mark I étoile. Les fabricants supplémentaires comprenaient Albion Motors Limited à Glasgow, la Coventry Gauge and Tool Company et la Singer Sewing Machine Company. La distribution aux unités donnait la priorité aux équipages de véhicules et aux officiers. Le Régiment royal des chars et le Corps blindé royal recevaient des étuis de cuisse spéciaux. Les équipages de l'aviation royale portaient des revolvers marqués RAF sur la carcasse. Le personnel de la marine royale, les officiers de toutes les armes, les agents du SOE et les forces aéroportées en recevaient tous des dotations. L'Enfield numéro 2 a servi tout au long de la guerre de Corée et n'a été officiellement remplacé qu'en avril 1969, lorsque le Browning grande puissance a finalement achevé sa transition vers la dotation. Standard. Les forces de police coloniale à Hong Kong, Singapour et en Malaisie l'ont utilisé jusque dans les années 1970. Israël en a fabriqué des copies sans licence de 1950 et 1 à 1974. La production du Luger a atteint environ 4 millions d'unités auprès de multiples fabricants. Il a continué à servir dans les arsenaux suisses et norvégiens jusqu'aux années 1980.
Son attrait durable témoignait de ses qualités comme pistolet de compétition et pièce de collection. Pourtant, la propre décision de l'Allemagne de le remplacer dès 1938 reconnaissait ce que l'expérience de terrain suggérait, à savoir que les vertus de la conception s'accompagnaient d'exigences d'entretien que des armes plus simples évitaient. Comparer les deux armes révèle des philosophies de conception fondamentalement différentes. Le Luger maximisait les performances théoriques. Sa cartouche à haute vélocité, son canon fixe précis et ses caractéristiques de pointage naturel le rendaient redoutable dans des conditions contrôlées. L'Enfield maximisait la fiabilité pratique. Son mécanisme simple, ses tolérances lâches et sa construction robuste garantissaient son fonctionnement quand les conditions se dégradaient. Les chiffres soutiennent l'approche britannique. Le Luger nécessitait 14 heures de fabrication, l'Enfield beaucoup moins. Le Luger exigeait des spécifications de munitions précises. L'Enfield tirait tout ce qui rentrait dans la chambre. Le Luger nécessitait un entretien régulier par des armuriers qualifiés. L'Enfield pouvait être nettoyé par n'importe quel soldat avec un chiffon. Le coup par coup comptait dans une guerre totale. La Grande-Bretagne ne pouvait pas se permettre des armes qui exigeaient une attention spécialisée. L'Enfield numéro 2 coûtait moins à fabriquer, moins à entretenir et moins à former les soldats dessus. Ces économies se multipliaient sur des centaines de milliers d'armes sur 6 ans de conflit mondial. L'ironie finale appartient à Webley. Quand la manufacture royale d'Enfield ne pouvait pas répondre à la demande de temps de guerre, la Grande-Bretagne a acheté des revolvers Webley Mark V comme substitut standard, la même arme que le gouvernement avait rejetée une décennie plus tôt. Webley a intenté un procès pour 2 840 € en frais de développement, affirmant que le gouvernement avait volé leur conception. Le tribunal a rejeté la demande principale, mais la Commission royale sur les récompenses aux inventeurs leur a finalement accordé 1 575 € en compensation partielle. Le mythe de la puissance d'arrêt mérite d'être examiné. L'armement britannique affirmait que le calibre 38/200 égalait l'efficacité du Webley 455. La physique et les tests ne le confirment pas. Les essais américains sur armes de poing ont constaté que la cartouche n'aurait même pas donné un mal de tête à son porteur contre des casques en acier, qu'elle n'a pas bosselé et qu'elle a à peine fait osciller. Le calibre plus petit a fonctionné parce qu'il permettait aux soldats de réellement toucher leur cible, pas parce qu'il frappait plus fort. Les témoignages de survivants confirment que les préférences des troupes allaient à l'encontre du Mark, un étoile en double action uniquement. Il n'était pas populaire auprès des soldats qui saisissaient la première occasion de l'échanger contre un revolver Smith, Wesson, Colt ou Webley. La longue pression de détente en double action dégradait la précision au-delà de 14 mètres. L'évaluation de l'expert en armes à feu moderne Ian McCollum capture le caractère essentiel de l'Enfield. À ma grande et agréable surprise, le revolver fonctionnait extrêmement bien. L'Enfield numéro 2 fonctionnait tout simplement sans que j'aie besoin d'y penser vraiment. Ce verdict de quelqu'un qui a tiré des milliers d'armes historiques compte plus que la propagande de l'époque. Le Luger Fuite représentait le triomphe de l'ingénierie de précision sur la praticabilité en champ de bataille. Ses tolérances serrées demandaient plus d'attention que les conditions de terrain ne permettaient souvent. L'Enfield numéro 2 n'a remporté aucun prix esthétique. Il avait l'air embarrassant à côté de l'élégant pistolet allemand. Les soldats britanniques eux-mêmes voulaient souvent autre chose, mais ils tiraient quand on appuyait sur la détente de façon constante. Dans le sable du désert qui mettait le Luger à l'épreuve, dans l'humidité de la jungle qui corrodait les automatiques, dans les conditions de gel qui grippaient les mécanismes aux tolérances serrées, l'humble revolver a survécu au chef-d'œuvre d'ingénierie parce que les concepteurs britanniques avaient compris quelque chose que les ingénieurs allemands avaient sous-estimé. L'indulgence compte plus que l'élégance quand l'entretien se relâche et que les conditions se dégradent. L'approche américaine se situait entre les deux extrêmes. Le Colt 1911 délivrait une puissance d'arrêt avec une fiabilité raisonnable, mais nécessitait plus d'entraînement que l'Enfield. Le Tokarev soviétique privilégiait la simplicité, mais sacrifiait l'ergonomie. Chaque nation optimisait selon des priorités différentes. La Grande-Bretagne choisissait des armes que ses conscrits pouvaient maîtriser. L'Allemagne choisissait des armes que ses ingénieurs admiraient. La différence se manifestait dans les rapports de terrain, pas dans les fiches techniques. La guerre n'est pas un pas de tir. Les conditions se dégradent, les calendriers d'entretien s'effondrent, les approvisionnements en munitions varient. L'arme qui fonctionne quand tout le reste lâche vaut plus que l'arme qui performe brillamment lors des tests. L'armement britannique l'avait compris. Ils ont conçu pour l'échec, pas pour le succès. Ils ont supposé que le sable pénétrerait dans les mécanismes. Ils ont supposé que des soldats non entraînés négligeraient le nettoyage. Ils ont supposé que les munitions arriveraient en lot mélangé de multiples fabricants. L'Enfield gérait tout cela. L'Enfield numéro 2 était adéquat. Au combat, l'adéquat bat l'excellent à chaque fois.
parce que l'adéquate fonctionne encore quand l'excellence est enrayée.